Allez, c'est bon, je crois que je C'est l'ai. bon? Oui, donc je vais tout de suite partager mon écran. On répondra aux autres questions tout à l'heure dans la session questions-réponses. Absolument. Voilà. Voilà, professeur Papadou, vous avez la Oui, parole. merci, docteur Habib. Donc, je suis chargé de vous faire cette présentation sur les douleurs neuropathiques en odontostomatologie. Donc, je me présente, je suis le professeur Papa Abdelkor, agrégé de physiologie orofaciale et enseignant en institut d'odontologie et de stomatologie de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de Dakar. Donc, pour cette présentation, docteur Habib, c'est vous-même qui défilez pour moi, parce que c'est vous qui avez partagé l'écran. Oui, Oui, j'essaie de vous donner le contrôle. d'accord. Si vous me Est-ce donnez que le vous... contrôle, très Oui, bien, c'est bon. vous Merci l'avez? beaucoup. OK, Oui, oui, c'est bon, je l'ai. OK. Donc, en introduction, dirons que l'International Classification of Orofacial Pain, qui s'est réunie en 2020 pour la première fois, a défini la douleur neuropathique orofaciale comme une douleur orofaciale attribuée à une lésion ou une maladie des nerfs crâniens. Et pour ce qui nous concerne, nous, en tant que chirurgiens dentistes, il s'agit spécifiquement du nerf trijumeau, la cinquième paire des nerfs crâniens. Cette douleur neuropathique orofaciale présente quelques différences par rapport à la douleur neuropathique de la moelle épinière. Nous allons y revenir tout à l'heure. L'International ED Society, qui est une société qui regroupe l'ensemble des praticiens qui travaillent sur la douleur d'une manière générale, a mis en place des frontières anatomiques et des démarcations spéciales des différentes spécialités médicales associées de la zone orofaciale. En effet, les symptômes de douleur neuropathique orofaciale imitent souvent des douleurs odontogènes nociceptives. Et ça, c'est très important. Ce qui aboutit à la plupart à un mauvais diagnostic, pouvant aller jusqu'à certains traitements qui sont pas, disons, adéquats. C'est le cas de beaucoup d'extractions dentaires, mais également des cas de dépulpation associés à un mauvais diagnostic de ces douleurs neuropathiques qui imitent souvent les douleurs odontogènes nociceptives. Donc, un traitement qui est mal orienté. La mesure de la douleur neuropathique orofaciale est essentielle, mais elle est difficile en raison de sa nature subjective. Donc, des patients vont rapporter des symptômes parfois qui sont à cheval entre une douleur nociceptive et une douleur neuropathique. Cependant, pour un diagnostic précis, il faut déterminer la cause de cette douleur neuropathique pour éviter un traitement dentaire inutile. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de douleurs neuropathiques. Le taux de réponse au traitement des douleurs neuropathiques spinales ces taux sont assez bons, qui varient entre 20 à 40%. Pour une des douleurs neuropathiques trigéminales, la névralgie du trijumeau, ce taux de réponse varie aux environs de 20%. Donc, c'est un taux qui est moins bon que pour le traitement des douleurs neuropathiques spinales. Pour une des douleurs neuropathiques qui est la plus fréquente dans notre exercice en tant que chirurgien dentiste, à savoir les douleurs neuropathiques trigéminales post-traumatiques, le taux de réponse est malheureusement très faible, aux environs de 11%, comme l'a montré certaines études, dont celle d'Aviv et collaborateurs en 2014. Donc, l'objectif de cette présentation, bien sûr,
Et dans un premier temps, en tant que physiologiste, de rappeler les aspects fondamentaux des douleurs neuropathiques trigéminales, c'est-à-dire des voies des douleurs d'une manière générale et la physiopathologie de ces douleurs neuropathiques. De présenter des observations cliniques des patients souffrant de douleurs neuropathiques ainsi que les approches cliniques permettant un diagnostic adéquat et une prise en charge thérapeutique de ces douleurs neuropathiques trigéminales. Une étude récente, une revue de la littérature, parue en 2021, a fait une mise à jour des aspects fondamentaux de ces douleurs neuropathiques. Pour les voies de la douleur orofaciale, Sato et collaborateurs en 2017 avaient montré que les nocicepteurs sont présents au niveau de la quasi-totalité de la sphère orofaciale, mais on les retrouve spécifiquement au niveau de la pulpe dentaire. La pulpe dentaire est très riche, a une densité très élevée de nocicepteurs. On les retrouve également au niveau des autres structures de la cavité buccale. Ces nocicepteurs vont transformer le stimulus à un influx douloureux. Cet influx douloureux est transmis par deux types de fibres, dont le corps cellulaire se trouve au niveau du ganglion de Gasser. Deux types de fibres, les fibres A-delta, qui sont des fibres myélinisées de petit calibre, et les fibres C, qui sont des fibres amyélinées. Le premier relais de ces informations nociceptives, c'est au niveau du noyau spinal, et pour être plus précis, principalement au niveau du sous-noyau caudal, qui est le premier relais des informations nociceptives orofaciales. Le sous-noyau oral participe également à l'analyse de ces informations nociceptives. Et récemment, des auteurs comme Sato et collaborateurs ont montré que la moelle cervicale C1 et C2 reçoit également ces informations nociceptives provenant des nocicepteurs orofaciaux. Ensuite, ces informations sont transmises au niveau du thalamus, au niveau du noyau ventro-postéro-médian du thalamus, et vont aboutir au niveau du cortex frontal, singulaire, somatosensoriel et insulaire. Il s'agit principalement de la voie sensoridiscriminative. Il a été montré que, à partir aussi du sous-noyau spinal, des informations peuvent aboutir au niveau du système limbique, mais également au niveau de l'hypothalamus, ce qui est à l'origine de toutes les manifestations comportementales associées à la douleur, mais également sur ce qu'on appelle des processus de mémorisation de la douleur. Après une lésion nerveuse, les macrophages sont libérés au niveau du site lésé. Ces macrophages vont sensibiliser les neurones au niveau du ganglion trigéminal, au niveau des prolongements périphériques, mais également au niveau du soma. Et c'est au niveau du ganglion trigéminal, l'activité neuronale est potentialisée par des facteurs qui sont sécrétés par ces cellules gliales. Ces cellules gliales, de deux sortes, la microglie et les astrocytes, vont améliorer la transmission synaptique au niveau du second neurone. Donc, au niveau du noyau, au niveau du sous-noyau caudal, mais également au niveau de la moelle épinière, donc en C1 et C2 de la moelle épinière. Dans les conditions physiologiques, les microglies vont présenter, la microglie et les astrocytes vont présenter des processus ramifiés fins qu'on appelle de type de repos. Une semaine après une lésion nerveuse, donc on va assister à une hypertrophie, donc à une hypertrophie de ces microglies et des astrocytes qu'on appelle de type activé. Et ces microglies et astrocytes activés vont sécréter certains médiateurs et ces médiateurs vont
améliorés, donc vont entraîner une hyperactivité neuronale au niveau du sous-noyau caudal. Donc, une bonne connaissance de ces mécanismes physiologiques et physiopathologiques ont permis une bonne prise en charge des douleurs neuropathiques, surtout en ce qui nous concerne les douleurs neuropathiques trigéminales. En 2020, l'International Classification of Orofacial Pain s'est réunie pour la première fois et pour traiter exclusivement des douleurs orofaciales, que ce soit des douleurs nociceptives et ce qui nous concerne ici, des douleurs neuropathiques. Ils ont distingué deux types de douleurs neuropathiques trigéminales. La douleur neuropathique trigéminale paroxystique et la douleur neuropathique trigéminale continue. Pour la douleur neuropathique trigéminale paroxystique, nous avons une seule entité qui est la névralgie du trijumeau. Nous allons revenir tout à l'heure quelles sont les caractéristiques de la névralgie du trijumeau et quelle est la prise en charge de cette pathologie. Pour les douleurs neuropathiques trigéminales continues, donc nous allons en citer deux types, surtout, c'est la douleur neuropathique post-traumatique trigéminale, comme nous l'avons dit en introduction, constitue le type de douleur neuropathique le plus fréquemment rencontré dans notre exercice en tant que chirurgien dentiste. Nous pouvons aussi citer la névralgie post-herpétique du nerf trijumeau et d'autres types de douleurs neuropathiques trigéminales que nous n'allons pas développer dans cette présentation. Donc, au cours de cette présentation, pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique, nous avons surtout insisté sur la névralgie du trijumeau et sur les douleurs neuropathiques post-traumatiques trigéminales. Au cours de l'examen clinique, la première chose à faire, c'est toujours d'évaluer l'intensité de la douleur en utilisant cette réglette d'EVA avec une face patient et une face pour le soignant qui va permettre d'évaluer et de donner l'intensité de la douleur qui permettra de suivre au fur et à mesure la réponse au traitement avec les différents médicaments. Professeur Kwame l'a dit, un outil qui est simple pour le dépistage des douleurs neuropathiques et qui est très utilisé dans la pratique quotidienne peut également être utilisé par les chirurgiens dentistes. Il s'agit du questionnaire DN4 de Boissira, donc qui a été développé en 2005 par Boissira, qui a une sensibilité de 82,9% et une spécificité de 89,9%, qui comporte deux parties essentielles. Une première partie avec l'interrogatoire du patient, qui va permettre de déterminer certains symptômes qui sont spécifiques aux douleurs neuropathiques, à savoir la brûlure, la sensation de froid douloureux, les décharges électriques, le fourmillement, le picotement, l'engourdissement et la démangeaison. Une deuxième partie où on examine le patient qui va permettre de déterminer d'autres signes comme l'hypoesthésie au tact, l'hypoesthésie à la piqûre et d'autres symptômes comme l'allodynie et l'hyperalgésie. Professeur Kwame l'a répété tout à l'heure qu'un score de 4 sur 10 est en faveur d'une douleur neuropathique. En 2018, puis en 2020, l'ICHD3 et l'ICOP1 ont défini des critères diagnostiques pour la névralgie du trijumeau. Il s'agit de 4 critères qui ont été définis pour le diagnostic de la névralgie du trijumeau. Pour les critères A, la névralgie du trijumeau est définie comme une paroxysme récurrent de douleur faciale unilatérale dans le territoire d'une ou de plusieurs branches du nerf trijumeau. Donc, parmi les 3 branches du nerf trijumeau, le nerf ophtalmique, le nerf maxillaire ou le nerf mandibulaire, mais sans irradiation au-delà et qui vont répondre aux critères B et C. Pour les critères B, la douleur a toutes les caractéristiques, c'est-à-dire c'est une douleur qui va durer 1 seconde à 2 minutes. C'est rare que ça dure plus de 2 minutes. Mais l'intensité de cette douleur est très sévère. Qui amène très tôt le patient à
consulter et le plus souvent, en premier lieu, c'est le chirurgien dentiste. C'est une douleur qui se manifeste sous forme de choc électrique, d'enlancement, et parfois, ces patients rapportent même des coups de poignard ou de piqûres. Et ce sont des douleurs qui sont provoquées par des stimuli qui, normalement, sont indolores, c'est-à-dire lors du rasage chez les hommes, ou bien un simple frottement au niveau de la zone gâchette peut entraîner ce type de symptômes. Et pour les critères D, cette douleur n'est pas mieux expliquée par un autre diagnostic que ceux de l'ICHD3 ou de l'ICOP1. Donc, en 2018, l'ICH2, donc, la classification internationale des céphalées, édition 3, sous-classification de la névralgie des trucs jumeaux, a distingué 3 types de névralgie du truc jumeau. La névralgie du truc jumeau idiopathique, classique et secondaire. Pour la névralgie idiopathique, les tests diagnostiques ne montrent aucune cause connue de lésion ou de maladie du nerf truc jumeau. Donc, les symptômes sont là, mais nous n'arrivons pas à déterminer la cause. Par contre, pour la névralgie classique du truc jumeau, l'IRM, qui est l'examen de confirmation de cette névralgie, va montrer une compression neurovasculaire avec des modifications morphologiques sous forme de démyélinisation, surtout au niveau de la racine du nerf trijumeau. La névralgie du trijumeau peut être également secondaire à une maladie sous-jacente qui est capable de provoquer ou d'expliquer la névralgie. Exception, bien sûr, faite de la compression neurovasculaire. Parmi ces maladies qui peuvent être à l'origine de cette névralgie secondaire du trijumeau, on peut citer la sclérose en plaques. On peut aussi citer le virus du zona ou bien le virus de l'herpès simplex. Donc, l'IRM montre toujours une compression neurovasculaire que vous voyez ici, entre une des branches du nerf trijumeau. Cette compression peut être associée entre une des branches, mais associée à une artère, dont l'artère cérébreuse, mais également, et assez souvent, ça peut être aussi dû à une compression entre une des branches et une veine. Des critères diagnostiques ont été également définis en 2020, en 2018, puis en 2020, pour le diagnostic des douleurs neuropathiques post-traumatiques trigéminales, avec 5 critères. Pour les critères A, donc c'est une douleur dans une zone neuroanatomiquement plausible dans le territoire d'une des branches du nerf trijumeau. C'est une douleur qui est persistante, qui est récurrente, dure plus de 3 mois et va répondre aux critères C et D. Pour les critères B, nous avons les 2 éléments suivants. Ces lésions, donc c'est une douleur qui va apparaître suite à une lésion mécanique thermique, suite à une irradiation, donc à une radiothérapie, ou bien suite à une lésion chimique et va toucher le ou les nerfs trijumeaux périphériques, c'est-à-dire une des branches des nerfs trijumeaux, le nerf ophtalmique, le nerf maxillaire ou le nerf mandibulaire. Donc, cette douleur est confirmée par un test de diagnostic d'une lésion ou des nerfs trijumeaux périphériques qui va expliquer la douleur. Mais surtout pour les critères C et D, cette douleur va apparaître dans les 6 mois suivant la lésion. Nous allons voir tout à l'heure quels sont les différents types de lésions qui peuvent être à l'origine de ces douleurs neuropathiques post-traumatiques et le plus souvent, c'est dû à non-traitement. Cette douleur est associée à des symptômes et ou des signes somatosensoriels dans la même distribution neuroanatomique du nerf trijumeau. Et cette douleur n'est pas mieux expliquée par un autre diagnostic que l'ICOP1 ou bien l'ICHD3. Donc, nous allons donner
quelques cas de douleurs neuropathiques post-traumatiques, nous allons voir ici. Donc, suite à une extraction de cette dent de sagesse mandibulaire, donc, voyez, des symptômes sont apparus au bout de 3 à 6 mois après l'extraction et ces symptômes ont persisté durant 1 à 5 ans en post-opératoire. Donc, malgré que l'extraction a été bien réalisée, des douleurs neuropathiques, des symptômes de douleurs neuropathiques sont apparus chez ce patient. Donc, ceci était surtout dû à la proximité des racines, donc de cette dent de sagesse avec le foramen mandibulaire, ce qui a entraîné une lésion au niveau du nerf alvéolaire inférieur. Un autre cas qu'on peut rencontrer fréquemment aussi, c'est les cas de douleurs neuropathiques post-traumatiques trigéminales et qui sont dus à un traitement endodontique mal réalisé. Chez cette patiente, vous voyez des traitements endodontiques au niveau de ses dents mandibulaires, c'était au niveau de la 34, au niveau de la 35, au niveau de la 36 et au niveau de la 37 avec des dépassements de pattes qui ont entraîné une irritation au niveau du nerf alvéolaire inférieur. Cette patiente rapportait des signes de brûlure, de fourmillement, d'engourdissement et surtout d'hypoesthésie au niveau de la région mandibulaire droite, donc un signe négatif. Le score de DN4, donc l'utilisation du questionnaire DN4, montre un score de 7 sur 10 en faveur d'une douleur neuropathique. Donc, il faut être attentif à ce type de lésions dues à un traitement endodontique. Un autre cas de douleur neuropathique trigéminale post-endodontique, parfois difficile à diagnostiquer, c'est ce cas que nous avons reçu, c'était en 2016, je pense, avec un traitement endodontique et un dépassement de pattes au niveau de la 36. Après examen, le patient rapportait des symptômes de douleur, dans un premier temps, de douleur nociceptive, qui ont abouti à la prescription d'anti-inflammatoires pendant un certain temps. Et le patient revenait avec toujours les mêmes symptômes, ce qui a abouti à une extraction de cette dent. Les symptômes ont persisté et en ce moment, le patient ne rapportait plus des symptômes de douleur nociceptive, mais plus des symptômes de douleur neuropathique sous forme de fourmillement, sous forme de démangeaison, sous forme aussi de brûlure. Donc, ce qui a nécessité la prescription d'un anticonvulsant, la gabapentine, pendant à peu près 1 mois, et les résultats aussi n'ont pas été très concluants. Donc, le traitement a été décevant. Donc, en troisième ligne, nous avons utilisé la carbamazépine qui avait soulagé les symptômes chez ce patient. Donc, ce cas clinique illustre un problème diagnostique et thérapeutique complexe. Dans ce cas, il s'agissait d'une forme atypique de névralgie du trigemon. C'est pour dire la complexité du diagnostic de ces douleurs neuropathiques qui est souvent associée à notre traitement. Ces douleurs neuropathiques post-traumatiques peuvent être également observées au cours de la pose d'implants. Chez ce patient, vu également en 2016, donc une dame âgée de 43 ans qui présentait une gêne après la pose de 2 implants qui étaient placés au niveau de la 16 et au niveau de la 17 il y a 1 an. Cette dame rapportait des symptômes d'engourdissement, de démangeaison, de picotement et de sensation de chaleur qui est localisée spécifiquement au niveau du cadran 1, donc au niveau du cadran maxillaire droite.
L'utilisation du questionnaire DN4 de Boissira a relevé un score de 4 sur 10 en faveur d'une douleur neuropathique post-traumatique. Donc là aussi, c'était pour dire à nos collègues qu'avant la pose d'un implant, une bonne planification est nécessaire pour éviter ce type de douleur neuropathique. Et enfin, au type de douleur neuropathique qu'on peut rencontrer au niveau de la sphère orofaciale, ce sont des douleurs neuropathiques après chirurgie orthognathique. Cette dame de 54 ans aussi, qui rapportait des signes de douleur neuropathique, d'engourdissement, de démangeaison et de décharge électrique, avec un score de 7 sur 10, avec l'utilisation du questionnaire DL4, qui était en faveur d'une douleur neuropathique post-traumatique. Donc, ces types de douleurs neuropathiques post-traumatiques trigéminales sont plus fréquemment même rencontrés que la névralgie du trijumeau parce que souvent associés à nos traitements. Parfois, peut-être associés tout simplement à une anesthésie, à un traitement endodontique, à une extraction, à la pose d'implants et surtout également à la chirurgie orthognathique. Donc, faire attention aux différents symptômes qui sont rapportés par ces patients, en général, qui ont fait le tour de beaucoup de cabinets avant d'aboutir à un spécialiste de la douleur. Un bon diagnostic de ces douleurs va permettre une meilleure prise en charge thérapeutique. Et les informations à donner aux patients, une fois que la douleur neuropathique est diagnostiquée, c'est de dire aux patients que ces symptômes douloureux présents sont causés par une lésion des fibres nerveuses, contrairement aux douleurs nociceptives qui sont dues à un excès de stimulation des nocicepteurs. Que les antalgiques habituels ne sont peu efficaces et que les médicaments qui sont en général prescrits dans le traitement de cette douleur sont indiqués dans la dépression, l'épilepsie, mais il ne s'agit pas ici de traiter une dépression ou une épilepsie, mais c'est parce que ces médicaments ont une activité analgésique propre en diminuant l'hyperexcitabilité neuronale. Le délai d'action peut être retardé, donc c'est un traitement qui peut demander plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'aboutir à un résultat satisfaisant. Et professeur Kwame l'a si bien dit que les résultats sont souvent décevants et tournent autour de 20 à 40%, et rarement ces traitements dépassent 50% de bons résultats. Donc, les différentes familles de médicaments utilisés dans le diagnostic de ces douleurs neuropathiques, je vais répéter ce que le professeur Kwame a dit tout à l'heure, c'est les anticonvulsants, dont la carbamazépine. D'autres, la carbamazépine, on verra que c'est utilisé de manière beaucoup plus spécifique pour la névralgie du trijumeau. Pour les douleurs neuropathiques post-traumatiques, on peut donner d'autres classes d'anticonvulsants, la gabapentine, la prégabaline, les antidépresseurs tricycliques, l'amitriptyline, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ou les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. D'autres médicaments utilisés par voie locale aussi, les anesthésiques locaux, dont la lidocaïne en patch ou bien en injection, la capsaïcine, qui peut être utilisée aussi en patch de 8% ou bien en application locale, et la toxine botulique. Nous allons voir quels sont les mécanismes d'action de ces médicaments qui sont utilisés dans le traitement de ces douleurs neuropathiques. Le premier médicament, c'est des antidépresseurs tricycliques. Les antidépresseurs tricycliques sont beaucoup utilisés dans le traitement des douleurs neuropathiques. Donc, ils auront comme effet de bloquer la recapture des monoamines, la noradrénaline et la sérotonine, et va renforcer des contrôles inhibiteurs, donc des contrôles inhibiteurs de la douleur. Donc, autre action, ces antidépresseurs vont agir aussi au niveau des canaux sodiques et vont
empêcher la transmission cholinergique, mais également peuvent agir au niveau des systèmes opioïdes androgènes en favorisant la synthèse de certains neuromédiateurs inhibiteurs comme la glycine ou le GABA, qui va agir au niveau des interneurones inhibiteurs, et cet interneurone inhibiteur va bloquer la synthèse de certaines substances qui sont impliquées dans la douleur, dont la substance P ou le glutamate. Les mécanismes d'action ici de la gabapentine ou la prégabaline. Donc, ces médicaments, la gabapentine ou la prégabaline, peuvent agir au niveau des canaux calciques. Donc, en agissant au niveau des canaux calciques, en empêchant l'entrée de calcium au niveau de la cellule nerveuse, donc ça va bloquer la libération du neuromédiateur. Ici, le neuromédiateur peut être soit du glutamate ou de la substance P. La gabapentine ou la prégabaline peut entraîner également la réduction de l'excitabilité neuronale en agissant sur les synapses GABA, donc en permettant la synthèse d'un neuromédiateur inhibiteur qui va agir sur un interneurone inhibiteur et empêcher la transmission du glutamate ou de la substance P. Pour le troisième type de médicament utilisé dans le traitement de ces douleurs neuropathiques, il s'agit des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, qui peut se faire grâce à l'utilisation, bien sûr, des antidépresseurs tricycliques, mais également à l'utilisation de ces types de médicaments. Ces inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline peuvent permettre la synthèse d'un neuromédiateur inhibiteur, le GABA ou la glycine, qui va bloquer la transmission de l'influx, donc ici, au niveau du neurone postsynaptique, et va, disons, bloquer l'influx douloureux. La noradrénaline et la sérotonine peuvent également agir sur les voies descendantes de la douleur, donc sur des contrôles inhibiteurs de la douleur et bloquer la transmission de l'influx douloureux au niveau des fibres nerveuses. D'autres familles de médicaments qui sont utilisés en seconde ligne, en général, c'est la lidocaïne qui agit au niveau des canaux sodiques aussi et va empêcher la transmission de l'influx nerveux. On peut citer également la capsaïcine qui va, dans un premier temps, entraîner une augmentation de certaines sensibilités, parce que la capsaïcine est un agoniste des récepteurs TRPV, donc ce sont des récepteurs à la température, et va entraîner des sensations de brûlure pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, survient une désensibilisation de la capsaïcine et qui peut entraîner maintenant un effet pendant plus de 3 mois d'une diminution de ces sensations de brûlure qui sont rapportées par des patients qui souffrent de douleurs neuropathiques. Et le dernier médicament qui peut être utilisé en dernière ligne, c'est bien sûr la toxine botulique également. Et cette toxine botulique va agir au niveau de certains canaux, donc va bloquer la diffusion au niveau du canal calcique ou bien au niveau du canal sodium et empêcher la transmission de l'influx douloureux. Quelles sont les indications de ces médicaments dans le traitement des douleurs neuropathiques? Pour la névralgie du trijumeau, donc pour la névralgie du trijumeau idiopathique, les médicaments utilisés en première ligne, c'est la carbamazépine ou l'oxycarbazépine. La carbamazépine demeure ce qu'on appelle le gold standard dans le traitement de la névralgie du trijumeau. Donc, beaucoup d'essais cliniques ont montré la supériorité de la carbamazépine par rapport aux autres types de médicaments. Mais le principal problème associé à la carbamazépine, ce sont ses effets secondaires. Ce qui fait que plus de 50% des patients abandonnent le traitement en cours de route.
Donc, un autre médicament qui est utilisé, c'est l'oxycarbazépine, qui offre moins d'effets secondaires à la carbamazépine. Ensuite, d'autres médicaments comme la lamotrigine, la gabapentine, la prégabaline, la baclofen ou même la toxine botulique de type A peut être utilisée. Pour la névralgie essentielle du trijumeau aussi, classique plutôt du trijumeau, les premiers médicaments utilisés sont la carbamazépine et l'oxycarbazépine. Donc, si ces médicaments ne donnent pas des résultats escomptés, on peut utiliser aussi la lamotrigine, la gabapentine ou la prégabaline. Donc, il faut noter que moins de 40% réagissent favorablement à ces médicaments. Et si ces médicaments n'offrent pas, en tout cas, l'effet escompté, donc n'offrent pas de soulagement de la douleur, donc la chirurgie peut s'avérer nécessaire. Il s'agit d'une chirurgie de décompression microvasculaire très difficile parfois à réaliser. Donc, je rapporte le cas d'une dame que j'ai reçue il y a, je pense, 3 mois. Donc, pour qui aussi la carbamazépine et l'oxycarbamazépine n'avaient pas donné des résultats escomptés. Les antidépresseurs tricycliques ont été associés à ces médicaments en seconde ligne, toujours des résultats très décevants. Et en demandant, en le référant chez le spécialiste en neurochirurgie, donc, il n'avait pas pu faire cette intervention parce qu'il disait qu'il y avait beaucoup de risques et qu'il n'avait pas le plateau technique nécessaire ici au Sénégal pour réaliser ce type d'intervention. C'est une patiente qui a été traitée au niveau du service de chirurgie buccale de l'hôpital général Idriss Pouye avec l'utilisation d'une des techniques qui est rarement utilisée, qui n'a pas encore fait ses preuves, en tout cas dans la littérature. Il s'agit de la technique d'alcoolisation. Et cette patiente a apporté un soulagement, a rapporté plutôt un soulagement de la douleur qui dure depuis plus de 2 mois après cette technique d'alcoolisation. Pour la névralgie secondaire du trijumeau, il faut d'abord traiter la cause sous-jacente. Et si les symptômes persistent, c'est en ce moment qu'il faut prescrire des médicaments utilisés dans les douleurs neuropathiques comme la carbamazépine ou l'oxycarbamazépine ou d'autres médicaments qui peuvent être utilisés en seconde ou en 3e ligne. Donc, ce tableau des douleurs neuropathiques avec les différents types de médicaments qui sont utilisés en première ligne, bien sûr les antiépileptiques, la gabapentine ou la prégabaline, surtout dans les cas de douleurs neuropathiques post-traumatiques trigéminales. Si ces symptômes sont associés à des signes comme la dépression, des troubles du sommeil, etc., on peut donner également des antidépresseurs, soit en monothérapie, soit aussi en bithérapie. Si l'efficacité est partielle, donc pour les antiépileptiques ou l'antidépressienne, donc pour les antiépileptiques ou l'antidépresseur utilisé en monothérapie, on peut les utiliser en bithérapie. Et s'il existe des contre-indications ou des effets indésirables sur l'efficacité de ces médicaments, on peut donner d'autres types d'antidépresseurs comme le duloxetine, la venlafaxine, mais également les opioïdes dont le tramadol. Un modèle de prescription de gabapentine utilisé dans le traitement des douleurs neuropathiques post-traumatiques. Donc, c'est un médicament qu'il faut donner à des doses progressives qu'on appelle la titration. Donc, ce schéma, exemple de gabapentine, où il faut donner une dose le matin, à midi et à soir, donc et le soir pendant 5 jours. Maintenant, si le patient ne répond pas favorablement à la douleur, on peut augmenter la dose 5 jours après, donc la dose du matin, on maintient les autres doses. Si au bout de 10 jours, ces douleurs persistent toujours, on peut
augmenter la dose du matin, la dose de midi et maintenir la dose de soir, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne un soulagement de ces douleurs. Et ensuite, les médicaments, ce médicament sera interrompu progressivement, jusqu'à revenir aux doses de un matin, un midi et un soir. Et en ce moment, tout simplement, qu'on pourra arrêter la prise de ces médicaments. Donc, en conclusion, pour dire que des connaissances sur les douleurs neuropathiques, surtout sur les douleurs neuropathiques trigéminales, sont enrichies de nouvelles données. Le chirurgien dentiste doit intégrer ces douleurs neuropathiques trigéminales dans notre pratique quotidienne et surtout doit connaître les risques de survenue de ces douleurs neuropathiques après chirurgie buccale ou soins dentaires. Donc, les douleurs neuropathiques trigéminales post-traumatiques demeurent les types de douleurs les plus rencontrés au niveau de la sphère orofaciale pour nous en tant que chirurgiens dentistes. Cette prise en charge déroge à nos habitudes. Elle est d'abord médicale et non chirurgicale. Chez beaucoup de patients, même en cas d'intervention, en cas d'extraction, après traitement endodontique associé à des dépassements de pattes, ces douleurs vont persister si nous n'utilisons pas ces médicaments qui peuvent réduire l'hyperexcitabilité neuronale. Chers collègues, nous vous remercions de votre attention. Merci. Merci, professeur Lecor. Merci pour cet exposé. Merci pour les explications en particulier que vous avez données physiopathologiques et qui permettent de comprendre en particulier le mécanisme d'action de ces médicaments. Cela complète très bien ce dont on a parlé tout à l'heure, puisque c'est un aspect que je n'ai pas abordé. Et donc, je suis très heureux de voir que vous en avez parlé et que cela répond à un certain nombre déjà de préoccupations qui sont exposées dans le chat.